Et après, je laisserai la salle un peu intervenir, mais tout simplement, en fait, la genèse du film, parce que ça a été un peu long, et puis ça émane de nombreuses recherches qui touchent à la fois à votre travail personnel individuellement, et puis votre travail en commun. Alors rapidement, peut-être quelques petits éléments de bio rapides. Ce film en fait est le fruit d'une rencontre entre plutôt quelqu'un de très artiste plasticien, on peut le dire comme ça. Donc Grégoire qui a étudié les beaux-arts mais qui vraiment touche à tout, on va en parler. Et puis Éléonore qui est plutôt dans la recherche, enfin plutôt dans le cinéma, mais dans un cinéma de recherche documentaire et artistique en fait et plastique. Et du coup la rencontre entre les deux, ça crée peut-être aussi un peu ce mélange de choses. Enfin, peut-être vous voulez en parler un peu, parce qu'il y avait une conférence, une conférence performance avant le film. Donc peut-être vous pouvez commencer par là, si vous voulez. Tu veux commencer par là? Bah, à propos de la genèse du film, c'est ça? Enfin, du comment. Oui, Ouais. Bah, et de la euh, rencontre de vos univers, hein, ouais, éventuellement. mais c'était la décision de faire un. Moi, j'avais raconté la genèse et aussi ce qui fait un petit peu un truc de plusieurs facettes dans le film, c'est que on a aussi des tempéraments et des façons d'approcher les histoires un petit peu différentes. C'est-à-dire que j'avais, moi, raconté, je suis originaire du nord de la France, et cette histoire de renard qui est les passeurs de drogue, enfin de cette combine-là, c'est quelque chose que j'avais en tête, et je sais plus du tout. Ah, ouais, tiens, J'en je fais profite, des hein, je copains lance un petit douaniers. diaporama avec des photos de tournage. Je- Mais c'est Léa Collin qui les a. Et donc, je sais plus du tout qui me l'a raconté ou quand on me l'a raconté, mais je l'avais comme un peu intégré à mon espèce de culture comme ça d'entrée. Et un jour, j'ai raconté ça à Éléonore, et voilà. Et on s'est dit que ça serait drôle d'en faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien ça, non? Et Éléonore, il croyait pas du tout, alors que moi, j'y croyais dur comme fer. Parce que bon, c'était, je suis sûr que cette histoire est vraie. Éléonore était pleine de doutes à cet endroit. Je suis toujours pleine de doutes. Voilà. J'y crois toujours pas à cette histoire, mais. Alors qu'on a eu des confirmations multiples, mais on refuse toujours d'y croire. C'est pas, On n'a pas eu des confirmations, on a rencontré en fait la dresseuse de renard, comment on dit, la, la maman d'adoption du renard, était aussi une femme qui habitait à la frontière franco-belge, et elle connaissait aussi cette histoire depuis toute petite, et pour elle aussi c'était une vérité. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité. Très bien. Et alors, du coup, y avait cette histoire qui flottait comme ça, avec l'idée de peut-être faire quelque chose un jour. Et puis, comme Éléonore faisait des films, etc., peut-être que c'était quelque chose d'adéquat. Et on est parti s'installer à Bruxelles. Et un jour à Bruxelles, nous buvions un verre à une terrasse de café. Et à un moment, Éléonore était en face de moi, et je vois passer dans le ciel comme ça une espèce de nuée, enfin de petits groupes, de perruches. J'ai cru mal voir au départ, parce que c'est quand même assez étonnant et exotique. Le choc chromatique avec Bruxelles de ce vert fluo c'est quand même quelque chose. Puis Donc je parce lui dis, qu'on était en train de boire des bières aussi, aussi. ouais. Donc je lui dis, je pense que j'ai vu des perruches dans le ciel, Éléonore. Je pense. Te retourne pas. Et donc on a attendu, et 10 minutes plus tard, un autre groupe est passé. Donc on s'est aperçu là de la présence de ces perruches. Donc on a cherché un petit peu. Et on est tombé sur l'histoire du Méliparc et du gérant du Méliparc, qui avait voulu un jour égayer le ciel de Bruxelles en lâchant quelques-uns des oiseaux qu'il y avait dans son parc. Donc voilà, donc c'était une deuxième histoire qui venait s'ajouter à celle des renards. D'ailleurs, j'y croyais pas non plus trop à cette histoire. Euh, Parce que moi j'avais aussi lu d'autres histoires sur internet, et pour le coup là on a vraiment mené l'enquête. Bon, déjà on a retracé le trajet exact des perruches, parce qu'elles repassaient tous les soirs exactement au même endroit. Mais aussi on est allé rencontrer le fameux gérant du Méliparc, qui nous a confirmé que effectivement dans les années, je crois que c'était en 74, ils ont lâché une soixantaine de perruches de toutes les couleurs, et qu'il y avait que les vertes qui avaient survécu, mais qu'elles avaient bien survécu.
En fait, il rentrait d'un voyage en Floride. Quand il avait ce parc, il avait pris la suite il y a le grand Méliparc qui était sur la côte vers La Panne, là. Et en 58, avec l'exposition universelle à Bruxelles, ils ont installé une petite succursale en dessous de l'Atomium, enfin sur le site du Ezel, sur le site de l'exposition universelle. Et donc c'est le fils d'Albéric, donc Guy, qui a pris en charge cette succursale. Et lui, il était vraiment fasciné d'ornithologie, donc il a vraiment... Ils ont vu le film, hein, Greg. Ah merde, pardon, oui, ça, vous avez vu le film. Et non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'un jour, il fait un voyage en Floride. Et en Floride, dans les parcs d'attractions, il y a des oiseaux exotiques en liberté, mais la Floride, c'est assez caribéen comme climat et du coup comme faune également. Donc il est assez naturel que des oiseaux exotiques se baladent en liberté dans les parcs zoologiques de Floride et pas forcément dans les cages. Et il était rentré subjugué par cette image, et lui qui voulait, dans une grande tradition familiale d'entrepreneurs de parcs d'attractions aussi, enfin, il fallait que l'attraction et la joie du visiteur soient amplifiées autant que possible. Donc il en parle au vétérinaire qui s'appelait Luc Lauwerts, qui dit nous allons lâcher des perruches, nous allons égayer le ciel de Bruxelles. Il pensait qu'elles allaient rester alentour comme ça. Bon, le vétérinaire a émis un peu de résistance au départ, puis après il a plié comme ça, parce qu'il lui a dit mais nous sommes à Bruxelles, Guy, nous sommes pas en Floride. Mais... Donc voilà, donc ils ont lâché ces oiseaux qui pensaient rester à proximité des cages parce qu'ils étaient nourris là, mais enfin simplement ils se sont éparpillés un peu partout et voilà. Alors après, c'est pas non plus parce qu'il y a eu cette histoire qu'il y a des perruches à Bruxelles encore aujourd'hui. C'est peut-être pas l'unique raison, mais c'est vrai que bon, nous, ce qu'on voulait faire avec ce film, c'est raconter des histoires, et ce qui nous intéressait, c'était pas vraiment la vérité de l'origine de la présence de ces perruches, c'était de revenir sur le geste un peu fou de ces deux types qui décident de lâcher des oiseaux de toutes les couleurs pour égayer le ciel de Bruxelles, qui c'est vrai qu'il est gris, quoi, en général, et assez sombre. Et c'est vrai que c'était le point commun aussi des trois histoires, c'est-à-dire que des histoires d'animaux férales ou féraux, parce qu'en fait on peut dire les deux au pluriel. Hein. Et il y en a plein, enfin, ou des bizarreries, ou des migrations d'animaux, l'écureuil gris qui vient des États-Unis, ceci, cela, des grenouilles, des carpes, j'en sais rien. Mais elles avaient de commun ces trois histoires d'être vraiment des histoires qui prenaient source dans la réalité, mais qui avaient aussi tous les attributs de mythes ou de légendes. C'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas que des animaux, et c'était pas non plus. Il y avait trois hommes comme ça, que ce soit Pablo Escobar, qui est une figure plutôt romanesque, ces deux, enfin, ce gérant de parc d'attractions belge, ou alors ce trafiquant de drogue, parce qu'il y a dû en avoir un premier, enfin, disons la création mythologique de cette combine-là, le premier trafiquant de drogue qui a dû dire à ses potes et si je mettais un renard vivant dans ma voiture, peut-être que les chiens, etc., qui a dû se faire un peu railler comme ça, mais qui a commencé. Donc il y a ces trois personnages qui sont importants pour raconter les histoires. Voilà. C'est pas simplement des accidents, parce que les perruches, effectivement, il y en a à Paris aussi, il y en a à Rome. Je crois que c'est simplement une bête qui est extrêmement résistante, qui est extrêmement vendue dans le commerce, et que des oiseaux, il y en a qui s'échappent tous les jours, et il y a des espèces qui résistent. Voilà. Donc, mais dans le cas de Bruxelles, il y avait cette histoire avec ce type qui avait pris cette décision. J'en profite parce que tu en parles, hein, mais du coup je mets un peu les pieds dans le plat, je rentre dans le sujet. Parce que tu parles de mythes, et justement, enfin, vous parlez des histoires qu'on croit, enfin, qui deviennent vraies parce que à force de se répéter ou d'y croire. Et dans votre manière d'aborder le film, du coup je crois même que vous-même vous appelez ça, il y a comme des sketchs. Il y a aussi la notion de fabriquer, évidemment la scène du douanier elle est fabriquée, en même temps elle fait référence peut-être à quelque chose qu'on s'imagine avoir eu lieu. Le déguisement, parce que j'ai vu dans ton travail, Grégoire, il y a aussi la notion de travestissement parfois. Du coup cette idée de se travestir, de se déguiser, de faire jouer les choses. Comment ça vient, à quel moment c'est venu dans la conception du film de vous dire on va rajouter de l'humour, parce qu'il y en a. Alors je pense aussi aux hippopotames que vous avez fabriqués vous-même. Parce que je sais pas si vous avez repéré que, si on voit bien au début que c'est des hippopotames en carton-pâte. Et du coup voilà, à quel moment vous est venue l'idée de faire tout ce mélange
enfin, je sais pas si c'est grossier ce que je dis, mais de grotesque hein, parfois, et de réel, hein, de mythe et d'incrédule et de crédule, enfin voilà. Je crois que ça c'est intrinsèque à nos travaux d'artistes, à chacun déjà au départ, c'est-à-dire que on travaille tous les deux sur le plaisir de raconter des histoires. Donc il faut que ça nous fasse plaisir, sinon on le fait pas quoi. Et aussi, on a un point commun, c'est qu'on est vraiment complètement fauchés. On n'a pas d'argent pour faire les films. On a des boîtes de prod qui sont un peu des prête-noms, mais qui ont autant de mal que nous à trouver de l'argent. Donc, il y a toujours l'idée de fabriquer les choses, de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, toute la partie qui se déroule en Colombie dans le film, en fait, on a eu une résidence aux Beaux-Arts d'Annecy l'été, et il y avait un lac, et on s'est dit ah bah c'est bien, on va tourner tout ce qui se passe dans la Magdalena, enfin le lac d'Annecy, ça va être la Magdalena quoi. Donc on a tout fabriqué effectivement puisqu'il n'y avait pas d'hippopotame à Annecy. Et puis on s'est dit que peut-être que le plus simple, comme on n'avait pas vraiment d'hippopotame et que nos hippopotames, ça se voyait vraiment que c'était des faux hippopotames, le meilleur point de vue à adopter, c'était celui de l'hippopotame, puisque il ne se voit pas lui-même, donc c'était plus facile. C'était le point de vue le plus facile pour raconter cette histoire. Puis il y a les GoPro qui commençaient à devenir populaires. On en avait une, c'était la première fois qu'on en voyait une. On a voulu tester des choses avec sous l'eau. Donc on a fait un tour en pédalo sur le lac en fait. Et puis on avait mis la GoPro au bout d'un bâton et elle filmait les bas-fonds. Et à chaque fois en fait, l'idée c'est c'est moins que la nécessité de raconter ces histoires-là, c'est la nécessité de raconter des histoires. Et on fait avec les moyens du bord. Par exemple, pour Pablo Escobar, on a demandé à un copain dont la pratique artistique consiste à justement se déguiser, qui est un artiste assez connu en Belgique qui s'appelle Emilio Lopez Menchero. Et en fait, il fait des séries de travestissements. Donc, il se travestit en, je sais pas moi, il a fait Marc Dutroux, il a fait les Beatles, il a fait Frida Kahlo, il met un peu tout au même niveau comme ça. Et à chaque fois, il est capable de prendre 35 kilos et puis ensuite de les perdre pour passer. Avant nous, il avait fait Kadéré, qui était un artiste très très maigre. Et puis pour passer à Pablo Escobar, il s'était laissé regrossir. Et donc, comme on n'avait pas d'argent, on lui a proposé et qu'on avait besoin de filmer Escobar en train de se déguiser en Pancho Villa, on s'est dit, tiens, on va demander à Emilio, on va lui produire une photo supplémentaire, quoi. Et donc, on a filmé donc, on lui a proposé de faire Pablo Escobar et on a filmé tout simplement, on a ajouté une caméra, quoi. Et en fait, tout le film a été construit comme ça, c'est pour ça que ça a duré 3 ou 4 ans. Au fur et à mesure des opportunités qu'on avait, on se disait, tiens, là, il y a tel truc qu'on pourrait filmer. Il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure, comme pour cette conférence, par exemple, dont tu parlais. Et même au départ, comme ce qui nous intéressait au départ, c'était vraiment cette transmission d'histoire. Comment ces espèces de faits divers pouvaient devenir... c'était la création de mythes. Et on a travaillé au tout départ avec Gabriel Kinsa, qui est un conteur, parce qu'on avait cette conférence, performance à faire à Pompidou, là, et on voulait faire le test, c'est-à-dire raconter nos histoires, donc ces histoires-là, à un conteur, qui lui, après, les re-racontait. Parce que c'est ça aussi, je veux dire... à sa manière à lui. Je veux dire, parce que c'est aussi des histoires soit de conteurs, soit de comptoirs. Et voyage de bouche en bouche. Oui, ouais, c'est des trucs avec évidemment, il y a peut-être
choses pour lesquelles on peut être incrédule, mais c'est vrai que c'est des images auxquelles il est facile d'agglomérer à chaque fois qu'elles sont racontées une petite touche personnelle, comme ça se fait. Voilà. Et donc Gabriel, il avait, quand on l'avait rencontré la première fois, c'était hyper. On lui avait raconté très rapidement les histoires, peut-être 10 minutes chaque histoire, comme ça. Et tout de suite après, il nous avait re-raconté les histoires, comme ça, avec toute sa pratique à lui de conteur, donc il puisait dans son travail, quoi. Et ça a été lui le premier à incarner Pépé, l'hippopotame, qui aurait peut-être pas été incarné dans le film si lui l'avait pas incarné. C'est-à-dire que Gabriel Kinsa a commencé à parler à la place de Pépé, et d'ailleurs c'est lui qui fait la voix à la fin de Pépé. Et donc il y a plein de choses comme ça qui arrivent par un travail, des rencontres, des collaborations. Voilà. Gaëtan, non, on le voyait. Il y a un type qui fait le maître chien, qui est aussi le compositeur du film, qui est venu faire le maître chien. Ouais. Donc Gaëtan Campos, c'est un musicien qui fait plus de la musique électronique, qui dit qu'il fait de la musique pour faire bouger les culs. Et nous, on lui a demandé de faire des musiques pour notre film, et on lui a demandé d'abord d'écrire un requiem pour Pépé, qui est un personnage dans le film, mais qui a vraiment existé. Voilà, et finalement, il a fait toutes les musiques du film. Et puis comme on n'avait pas d'argent pour payer des acteurs, donc je ne sais pas si vous avez vu le dernier film d'Alain Guiraudy qui s'appelle Rester vertical, mais l'acteur principal, c'est Damien Bonnard, c'est celui qui conduit la voiture dans notre film. Et heureusement, à l'époque, il n'était pas encore connu, donc il avait accepté de le faire gratuitement. Ah si, il n'a jamais été payé. Hein. Non, mais il devait un service à notre productrice, et du coup, il a accepté voilà. Il était encore plus ou moins amateur à l'époque, il commençait tout juste à jouer dans des films. Et donc, il nous manquait... après lui... Jean-Paul Denison, c'était mon prof de théâtre à une époque où je faisais du théâtre amateur aussi. Et il nous manquait le maître chien. Et en fait, il y a le compositeur, donc Gaëtan Campos, qui est venu faire le maître chien. C'est pour vous dire à quel point l'idée est de composer avec ce qu'on a et avec une histoire comme point de départ, quoi. Ce qui est important aussi, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi un petit peu le succès du film, c'est ce morcellement et cette façon de travailler, donc qui est la conséquence d'un manque ouais, surtout d'une manière d'envisager les choses, parce que quand on avait fait le Feed Lab, qu'on avait eu une espèce de prix au CBS, au Feed Lab, on avait rencontré le coproducteur belge, et tout le monde s'était un peu emballé en disant c'est un film à 150 000 euros, etc. Nous allons demander de l'argent. Bon. Et effectivement, dans les circuits cinéma, ils sont habitués à demander des projets ou des dossiers qui sont extrêmement fidèles au résultat final. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est mais on ne voit pas le film, parce que le film n'était pas comme ça quand on a commencé. Et donc, évidemment, c'est cette manière de voir ou de ne pas voir les choses au départ qui fait que les budgets cinéma, qui sont quand même beaucoup plus conséquents que les budgets d'art plastique, n'ont pas été au rendez-vous. Et donc voilà, donc on a été un peu tributaire des aides plutôt de résidence en art plastique, etc., qui sont moindres, mais qui nous faisaient plus confiance et tout ça. Donc, c'est une espèce de truc qui se mord la queue, quoi. C'était la façon de travailler, mais c'est ce qui a donné aussi la matière du film, quoi, tout simplement. En fait, justement, avec Stéphane, on se disait qu'il y avait un écho avec Pocha, justement parce que quelque part, même si c'est pas les mêmes raisons, mais on a l'impression d'un film fait sur le vif, écrit, pensé, mais quand même beaucoup improvisé, alors que je pense que ça n'est pas forcément le cas, mais écrit comme une fiction en fait, et en même temps tourné comme un documentaire d'une certaine manière. Mais oui, c'est-à-dire qu'on part. Il y a des images d'archives quand même qui témoignent aussi de la véracité de ce qu'on raconte, même si après, ça c'est une des choses que, par exemple, on a déjà montré ce film en milieu scolaire.
Et une des choses qui est intéressante à aborder avec les enfants, c'est vraiment la question du détournement de l'image. Et eux, ils sont vraiment confrontés à ça tout le temps, avec tout ce qu'ils voient à la télé et sur Internet. Et ça les intéresse vraiment de dépioter toutes les images pour voir ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est de l'ordre de la reconstitution. Là, les images que vous voyez, c'est donc on avait une résidence à Maubeuge, et Maubeuge, c'est justement c'est situé à la frontière entre la France et la Belgique. Et donc on s'est dit, tiens, mais on va tourner cette histoire des renards, on va profiter de cette résidence pour faire ça. Et il y avait justement la douane qui allait être démolie. Et on a rencontré le maire de ce village où il y avait la douane, qui est vraiment je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est le village qui est collé à Bétigny, qui est collé à Maubeuge. Et il nous a dit, ben, faites ce que vous voulez, mais dépêchez-vous parce que la douane va bientôt être détruite. Et donc on a décidé d'assumer complètement la reconstitution et de tourner les choses comme on imaginait qu'elles s'étaient passées dans cette douane, avec les fenêtres murées, etc. Et donc c'est amusant de voir aussi, parmi les spectateurs du film, il y a ceux qui le voient, qui voient ce côté muré et qui apprécient la reconstitution en tant que reconstitution, assumée comme telle. Et puis il y a ceux qui disent mais vos acteurs ils jouent mal, et puis ils n'ont pas de cravate, les douaniers ça a des cravates normalement, et puis et qui sont vraiment gênés par le fait qu'on ne colle pas vraiment au réel, quoi. Ça me semble l'élément absolument essentiel, c'est-à-dire que le film fonctionne que par brouillage en réalité, et on est toujours en train de se poser la question, et il y a comme ça un certain nombre de glissements permanents. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le film commence pratiquement avec une image qui fait entrer le film un peu dans le burlesque, on pourrait dire, mais à la fin, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est sur la décision de l'ordre des trois éléments, et justement sur comment s'opère ce glissement qui amène qui fait sortir le film de ce qu'on annonçait au départ. L'ordre, il a été discuté pas mal, hein. Le montage du film a été assez long et âpre, mais je pense que justement, enfin, disons les trois théâtres de ces trois histoires. Il y a les perruches, ça se passe vraiment dans la rue quand on sort de chez nous. Donc on est dans une espèce d'hyper-réalité de tous les jours. Les renards, c'était il y a 25 ans, je sais pas, à la frontière franco-belge, donc c'était pas très loin, c'est il y a pas très longtemps. Mais... Donc on peut retrouver les lieux, c'est-à-dire on retrouve les douanes, etc. La Colombie, pas d'argent et pas envie d'y aller non plus. Enfin, et donc le lac d'Annecy. Donc on est obligé de tout fabriquer. Donc c'est vraiment c'est une espèce de crescendo de dématérialisation des éléments réels des trois histoires. Et curieusement, l'histoire des hippopotames a été beaucoup plus fluide et simple pour nous à tourner et à monter. Parce que là, vraiment, il y avait une fabrication et on pouvait... oui, c'était de l'ordre, pas du fantasme, mais de la reconstitution. Et quelquefois, parce qu'on aurait pu se débrouiller, on ne veut pas faire les misérables avec le truc, on aurait pu se débrouiller pour aller en Colombie. Parce qu'après, quand on a commencé à avoir des images, tout s'est un peu débloqué, même avec le cinéma 93, tout ça. Donc ça, quand même, il y a des fonds qui se sont débloqués. Mais on n'avait pas envie d'aller en Colombie parce que il y avait cette crainte aussi de la déception du réel. C'est-à-dire qu'on serait retrouvé devant une rivière, et ils sont identifiables, on peut les retrouver, les hippopotames, devant une rivière avec des hippopotames dedans. Et de là à aller dire, ça c'est une rivière colombienne, c'est la Magdalena. Il aurait fallu 3 enfants qui parlent en espagnol à côté peut-être, mais il y a cette espèce de déceptif de la réalité, quelquefois. Ça avait déjà été fait, surtout. Oui, puis il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur les hippopotames. Donc, d'Escobar. Donc voilà, donc il y a les perruches qu'on filme vraiment là, près de chez nous, avec des images d'archives, etc. Après, on s'éloigne un peu avec des séquences qui sont beaucoup plus déjà racontées, quand je raconte à ce piégeur de renard, et puis reconstituées
comme au cinéma, quoi. Enfin, c'est un peu ce qui fait le plus cinéma, si on peut dire. Et puis après, c'est beaucoup plus... Oui, on arrive vers une espèce d'onirisme quasi... Et la scène d'ouverture, une espèce de mise en bouche comme ça qui dit attention, méfiez-vous de ce que vous allez voir, est arrivée tout à la fin du montage. En fait, le film commençait directement avec les perruches et ça nous semblait justement un peu trop documentaire, un peu trop sérieux. Et au dernier moment, avant de rendre la version définitive, on a décidé de retourner chercher ce petit bout de making-of et de le ramener au début du film pour donner le ton, en fait. Voilà. Oui. Merci. On peut prendre quelques questions dans le public, c'est l'occasion. Il ne reste pas beaucoup de temps, on a pris un peu de retard, désolé. Donc ça peut être là-haut, hein. Il y a un micro là-haut aussi. On vous a pas oublié. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, des interrogations, en effet. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous faire part de comment il anticipe ça auprès des élèves ? Nous, comme je vous le disais au départ, hein, le film pour plein de raisons, déjà il nous a beaucoup plu dès qu'on l'a vu, et puis après on s'est posé la question hein, de est-ce qu'on peut le montrer à des collégiens, comment. C'est vrai que l'idée de le montrer dans un programme, ça permet aussi de passer par le biais des détours en fait, hein, les fameux détours pédagogiques. Mais en fait le film il a croisé plein de choses, donc ça permet d'aborder énormément de choses. Et alors comme vous l'avez compris, en fait Grégoire et Léonore ils sont aussi à mi-chemin entre le cinéma et les arts plastiques, ce qui à la fois fait que c'est ce résultat là, et en même temps fait que c'est plus complexe peut-être à aborder pour vous. Oui. Moi, j'ai juste une question toute bête. On sait que, comme pour la littérature, le choix du titre vient pas forcément des auteurs, mais d'abord, est-ce que c'est vous qui avez choisi le titre? Et ensuite, pourquoi ce titre-là? Pourquoi, par exemple, pas les bêtes férales, comme on l'entend au début du film, qui, du coup, nous poserait une question de vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire, et qui nous expliquerait un peu plus directement ce dont on va entendre parler d'une certaine manière, mais... Enfin, moi, je trouve que justement le choix de l'adjectif sauvage, il va nous permettre de rentrer dans des interrogations avec les élèves là-dessus, quoi, qui sont presque philosophiques sur qu'est-ce que c'est que être sauvage, etc., etc. Quoi. Donc, pourquoi ce titre ? En fait, je vais vous raconter la genèse un peu. Au départ, le projet s'appelait Les Renards. Pendant très longtemps, on en a parlé, Grégoire et moi, en disant les renards, quand on fera les renards, pour les renards, ta. Et puis au bout d'un moment, on a demandé quand on a eu la conférence à Beaubourg, on a choisi, comme c'était une conférence, on voulait jouer avec le côté un peu scientifique des conférences. Donc on a choisi un nom latin. Le nom latin des renards, c'est Vulpes vulpes. Et comme il y avait plein de renards, on a rajouté un troisième vulpes. Donc ça s'appelait Vulpes vulpes vulpes, la conférence. Après, dans les différents dossiers, les différentes commissions, on nous a souvent... systématiquement, les réponses étaient négatives hein, quand on demandait de l'argent, quasiment tout le temps, pendant longtemps, en tout cas au début. Et à chaque fois, on nous disait, mais votre titre, déjà, ça va pas, les renards, alors qu'il est question de renards, de perruches et d'hippopotames. Est-ce que ça pourrait pas s'appeler les renards, les perruches et les hippopotames ? On trouvait ça un peu terre à terre. Et en fait, et les animaux férales, on y a pensé, ou féralité, mais ça sonnait un petit peu trop, universitaire, on trouvait comme nom. Et on voulait garder justement le côté un peu enfantin de ces trois personnages qui ont en fait un amour, je pense, des animaux. Escobar comme le premier passeur de drogue, comme comment il s'appelle, Guy Florizone. Et donc on s'est dit comment un enfant appellerait ces animaux, est-ce qu'il dirait les animaux sauvages, et c'est là que Grégoire a dit mais non, un enfant il dirait les bêtes sauvages. Et voilà, en fait c'est pas les bêtes sauvages, le titre c'est les bêtes sauvages.
avec cette espèce d'admiration pour les bêtes sauvages. Comme ça qu'on s'est arrêté sur ce titre-là. Parce que ça a été l'occasion aussi pour nous, les trois personnages finalement s'approchent des animaux comme ils l'ont peut-être rêvé enfant, mais pour nous, le tournage, c'était également l'occasion d'approcher le renard, les perruches sauvages, de fabriquer des hippopotames. Enfin, je veux dire, il y avait ce rapport à l'enfance est quand même assez important. Oui, d'ailleurs, ça a été assez cocasse le tournage avec le renard parce que c'est un animal qui est vraiment sauvage, qu'il est impossible de domestiquer. Donc sa maîtresse est la seule à vraiment pouvoir l'approcher. Et quand on l'a lâché dans la voiture, bon, déjà on peut pas tourner avec un renard sans qu'il soit attaché en laisse ou enfermé dans un espace clos. Et quand on l'a lâché dans la voiture avec le preneur de son, le chef-op et Damien au volant, le renard a complètement paniqué et il s'est mis à pisser partout dans la voiture. Et d'ailleurs, à l'odeur de la pisse de renard, on sent que c'est un animal sauvage. Hein. C'est vraiment, moi j'ai eu des chats, des chiens, tout ça, c'est pas pareil. On sent que c'est vraiment quelque chose de pas domestiqué et de pas domesticable. Et donc il a fallu ruser sans arrêt avec lui. Alors que le chien, qui était aussi un chien acteur, d'ailleurs le chien et le renard sont les deux seuls acteurs qui ont été payés sur le film. C'est-à-dire que quand on a eu du budget, on s'est dit bon bah c'est là-dessus que ça va partir, c'est la première chose à faire. Le chien, lui, c'était intéressant aussi parce que ça a été l'occasion de tester cette espèce de mythe du renard passeur de drogue. Moi, j'avais toujours ces doutes dont on parlait au début. Et on s'est dit, bon, bah, puisque le renard a effectivement lâché des phéromones et plus que ça dans la voiture, on va voir comment le chien va réagir. Et le chien, bon, c'était pas un chien qui était élevé pour chercher la drogue, donc ça faussait un peu la donne, mais en fait, le chien n'en avait rien à secouer de cette voiture pleine d'odeurs de renard. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je doute encore toujours de cette histoire. Mais on lui a fait jouer... Oui, c'était un chien acteur et pas un chien de douanier, il n'avait pas le même métier. Et on lui a fait jouer très bien la panique. Et en fait, son maître était caché derrière un bâtiment et il l'appelait sans arrêt, alors qu'il était dans les mains de Gaëtan, donc qui est compositeur et pas du tout maître chien ou dresseur de chien. Et du coup, ça le déstabilisait. Et c'est comme ça qu'on a obtenu cette espèce de panique apparente du chien. Voilà.